Macron est déjà plié. Est-ce que Jean-Luc Mélenchon, arrivé 4e au premier tour de la présidentielle, a sérieusement déjà distancé Marine Le Pen, arrivée pourtant 2e? Et opposant principal peut-être aujourd'hui, mais pourquoi faire ensuite? Est-ce que ce serait pour remettre en question l'élection présidentielle, attiser des frustrations avec le risque de les transformer en violence? Bonsoir Bastien Lachaud, Bonsoir. Vous êtes député France Insoumise de Seine-Saint-Denis. Bonsoir Pascal Perrineau. Bonsoir. Vous êtes politologue, professeur à Sciences Po et vous avez écrit notamment cette France de gauche qui vote FN aux éditions Le Seuil. Sophie Coignard, éditorialiste politique au Point. Bonsoir. Hervé Cattegno, éditorialiste BFM TV, directeur de la rédaction du JDD. Merci à tous les quatre. Donc ma question est simple. Est-ce que ce match du meilleur opposant, on l'a vu, il s'est joué très vite après l'élection. Est-ce que c'est déjà Jean-Luc Mélenchon qui l'a gagné, Hervé Cattegno? Le match n'est pas terminé, il ne fait que commencer. En réalité, ce qu'on peut dire, je crois que ça, personne ne va vraiment le contester, c'est que pour l'instant, pour rester dans la métaphore sportive, c'est Jean-Luc Mélenchon qui mène au point. C'est surtout lui qu'on voit, c'est surtout lui qui porte des coups, et c'est surtout lui qui fait le métier d'opposant, c'est-à-dire c'est lui qui critique la politique qui est menée par le gouvernement. Il faut bien dire qu'on entend beaucoup parler du Front National, surtout aujourd'hui, ou surtout depuis hier, mais pas beaucoup sur ce que le Front National critique dans ce que fait Emmanuel Macron et avec son gouvernement, ni dans ce qu'Emmanuel Macron se propose de faire dans les années à venir. Ça, pour l'instant, il faut bien dire que c'est le monopole de Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon n'aime pas beaucoup les monopoles, mais à mon avis, celui-là, il n'est pas contre. Il n'est pas contre. Pascal Perrineau, ces déchirements du Front National profitent à Jean-Luc Mélenchon? Il profite à l'ensemble des forces politiques. Il ne faut pas oublier, tout de même, il y a quelques mois, le Front National était la principale opposition. Et ça n'était pas n'importe quoi. Il est arrivé au deuxième tour. 34% des suffrages exprimés, presque 11 millions d'électeurs. Vous voyez qu'en termes de contestation, les autres ne pesaient pas lourd à côté de cela. D'autre part, quand vous preniez la protestation populaire, la protestation des ouvriers, la protestation des chômeurs, la protestation des habitants des zones périphériques, eh bien c'était Marine Le Pen qui arrivait. Jean-Luc Mélenchon? Il profite à l'ensemble des forces politiques. Il ne faut pas oublier, tout de même, il y a quelques mois, le Front National était la principale opposition. Et ça n'était pas n'importe quoi. Il est arrivé au deuxième tour. 34% des suffrages exprimés, presque 11 millions d'électeurs. Vous voyez qu'en termes de contestation, les autres ne pesaient pas lourd à côté de cela. D'autre part, quand vous preniez la protestation populaire, la protestation des ouvriers, la protestation des chômeurs, la protestation des habitants des zones périphériques, eh bien c'était Marine Le Pen qui arrivait très nettement en tête. Très nettement en tête. Donc, il y avait là une base populaire, mais c'est eux qui ont perdu le second tour. Et la défaite est toujours mauvaise conseillère, et donc ils ont commencé à régler leurs comptes entre eux de la manière que l'on sait, comme toujours au Front National. En effet, ça ne fait pas dans la dentelle. Et bien sûr, Jean-Luc Mélenchon profite de ce moment de faiblesse de son principal challenger sur le terrain de la protestation sociale, à savoir le Front National. Il en profite, il s'est adressé en effet aux fâchés. On va l'écouter justement. Pas fachos. On va l'écouter cette bien phrase. Qui il a en ligne de mire. Voilà, on l'écoute. C'était il y a 48 heures. Ils discutent de savoir si le couscous est une nourriture nationaliste ou pas. Voilà les sujets de discussion du Front National. C'est un parti qui ne sert à rien. Et les gens qui étaient très fâchés, mais pas fachos, je leur dis maintenant, tournez... Je prends par exemple la fusion des branches. Nous l'avançons d'un an, mais néanmoins, il faut laisser un an pour les branches de finir la restructuration de leur... leur le dos et venez avec nous, parce que nous, on défend les salariés. Ouais. Alors voilà, c'est ce que vous voulez faire, Bastien Lachaud, demain, avoir les fâchés, pas les fachos, mais quand même aller piocher aussi au Front National? Écoutez, nous, on a un programme qui est clair, qui est radical, et demain, nous allons être l'opposition dans la rue. Nous allons rassembler tous ceux qui s'opposent au programme d'Emmanuel Macron, c'est-à-dire à la baisse des APL, à l'augmentation de la CSG pour les retraités. Je croyais que c'était sur les lois travail. Non. Ah bon, parce que c'est trop tard, là, elles ont été signées aujourd'hui. Mais non, bien sûr que non, ce n'est pas trop tard. Vous le savez aussi bien que moi. En France, tant que le mouvement social n'a pas dit son dernier mot, aucune loi n'est gravée dans le marbre. 2006, Dominique de Villepin avait fait voter le Parlement sur le CPE. Et pour autant, il a dû revenir dessus. En 1995, Alain Juppé de la même manière. Donc, aujourd'hui, Emmanuel Macron a signé les ordonnances. Elles n'ont toujours pas été ratifiées par le Parlement. C'est indécent. Et donc, tant que le Parlement n'aura pas ratifié ces ordonnances, il sera toujours possible de revenir dessus. Sophie Coignard.
Effectivement, c'est toujours techniquement possible, ça c'est absolument indéniable. Ça me paraît politiquement difficile, très improbable en tout cas. En effet, il faut attendre de voir comment cette mobilisation va finir ou pas par cristalliser. Demain est donc de ce point de vue un test important. Dans les exemples que vous citez, Jean-Luc Mélenchon? Il profite à l'ensemble des forces politiques. Il ne faut pas oublier, tout de même, il y a quelques mois, le Front National était la principale opposition, et ça n'était pas n'importe quoi. Monsieur, il y a toujours une composante qui, pour l'instant, n'est pas là, mais à l'heure où nous parlons, qui est les étudiants, la jeunesse, qui en général sont un facteur de bascule. Donc j'imagine que tout le monde, à commencer par les organisateurs de la France Insoumise, vont être très attentifs sur cette question de la jeunesse. Mais il ne faut pas oublier que Emmanuel Macron n'a absolument rien à gagner à ne pas aller jusqu'au bout de cette loi de réforme du Code du travail. Pour revenir à ce que vous avez écrit cette semaine, Sophie Coignard, vous avez dénoncé, vous êtes inquiété du ton de Jean-Luc Mélenchon. Vous avez dit que la façon dont l'expression de Jean-Luc Mélenchon et de ses amis est de remettre en question peut-être d'une certaine façon les institutions de la République, c'est grave. Bah moi je trouve ça inédit surtout. C'est-à-dire que c'est une forme d'opposition inédite. Autrement dit, Jacques Chirac par exemple, aussi bien en 1995 qu'en 2002, a eu au premier tour moins de voix en proportion des inscrits que Emmanuel Macron cette année. Mais je n'ai pas entendu. Il y avait des oppositions fortes déjà, c'était assez compliqué. Jacques Chirac, comme vous le savez, en 2002 a gagné grâce à la gauche, il faut bien le dire, puisqu'il avait Jean-Marie Le Pen face à lui. Et je ne me souviens pas, j'ai peut-être quelques absences, mais je ne crois vraiment pas qu'il y ait eu ensuite la moindre contestation sur la légitimité. Ce qui me pose problème, me semble-t-il, parce que c'est totalement inédit, et je pense que vraiment ça mérite non seulement débat, mais ça mérite réflexion, et je crois qu'il faut être alerté là-dessus, c'est le procès en légitimité fait au président de la République. On peut combattre sa politique, on peut tout à fait combattre sa politique, mais remettre en cause sa légitimité, à mon avis, c'est tout à fait Pascal Perrineau, ça marche cet argument? Non, ça ne marche pas. Parce que la légitimité d'un président de la République, c'est le second tour. Et un second tour avec 66% des suffrages exprimés, vous voyez, ça vous assoit votre légitimité. Et un président n'est pas élu au premier tour. Il est élu au second tour, que je sache. D'autre part, cet argument a toujours été assez fort, tout de même, sous la Ve République, dans les mouvances, au fond, de ce qu'on appelle aujourd'hui la gauche de la gauche, qui a un rapport au suffrage universel et au verdict du suffrage universel parfois un peu compliqué. Souvenons-nous, en 1969, Georges Pompidou avait été élu et le Parti communiste, à l'époque, derrière Jacques Duclos, avait mené un très mauvais procès auprès de Georges Pompidou en disant c'est Monsieur Thiers. Alors vous voyez bien, Monsieur Thiers, le bourreau de la commune, et Monsieur Thiers, des électeurs inscrits. Donc ça n'est pas si nouveau que cela, ce procès en légitimité, parce qu'on a affaire, en effet, à une zone radicale de la gauche, dans laquelle le suffrage universel peut faire parfois l'objet de certaines contestations. Donc cette opposition, si on dit que, par exemple, entre Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, à cette heure-ci, comme l'a dit Hervé, c'est gagné au point. On verra pour la suite, et on va en parler. Mais si c'est pour remettre en question, être l'opposant pour remettre en question, en quelque sorte, la légitimité du président, est-ce que c'est une opposition républicaine ? Bien sûr que nous sommes républicains. Nous l'avons toujours été et nous le sommes. La réalité, le problème d'Emmanuel Macron, c'est qu'il n'a pas de majorité sociale qui soutienne son projet et son programme. Parce qu'il a été élu, tout le monde le sait, par défaut, pour empêcher qu'une fasciste arrive au pouvoir dans ce pays. Donc, aujourd'hui, Emmanuel Macron, et il l'a reconnu lui-même dans l'entre-deux tours, que les gens au deuxième tour n'allaient pas voter pour son programme, mais pour faire barrage à Marine Le Pen. Il a mis du temps, mais il l'a fait. Et donc, aujourd'hui, il veut appliquer son programme, et encore, moi j'aimerais bien que quelqu'un me dise ici, quand il a entendu Emmanuel Macron expliquer qu'il allait baisser les APL, qu'il allait augmenter la CSG des retraités, et qu'il allait
Il a dit supprimer pendant la campagne qu'il allait augmenter la Oui, CSG tout de à tout fait. le monde. de tout le monde. Mais, bon. et qu'il allait baisser les cotisations Vous vous échange. vous rendez compte que Hervé Gattegno. ce que vous posez comme théorème pour régir notre vie démocratique, si c'est qu'il faut absolument que celui qui a été élu au deuxième tour président de la République sur chacune de ses décisions obtienne une majorité du corps social français, personne ne peut gouverner, surtout pas vous, puisque vous avez fait moins de voix au premier tour, enfin votre candidat a fait moins de voix au premier tour qu'Emmanuel Macron, qui a déjà fait un premier tour, en effet, on l'a dit, relativement 24%. moyen. Et donc, si même les 66% du deuxième tour sur le plan démocratique ne vous suffisent pas pour installer la légitimité d'un chef d'État, mais qui sera légitime? Quel score faudra-t-il faire? Et comment vérifiera-t-on cela? Juste une chose, parce que là, pour le coup, c'est en votre faveur. Je relève au moins quelque chose qui est en cohérence dans le discours de la France Insoumise, c'est que la France Insoumise veut changer les institutions de la Ve République. Donc, il faut reconnaître qu'ils ont une cohérence. Moi, je ne les soupçonne pas d'être anti-républicains. Je demande à voir si ce que vous proposez est réellement démocratique, parce que je trouve que là, dans les règles que vous prétendez poser, il y a quand même une grosse question qui est posée. Comment voulez-vous fabriquer une légitimité qui vous conviendrait dans ces conditions? Eh bien donc, il faut, en effet, vous avez raison, revoir les institutions de ce pays. Parce que ce pays on risque de devenir ingouvernable. Ça, c'est ce que vous aviez Oui, tout à proposé, fait. mais votre candidat a fait 20%. Exactement, mais ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que le pays commence à devenir ingouvernable pour Emmanuel Macron, parce que... Bah, ça, c'est Enfin, votre c'est souhait, du c'est ce que c'est du vous wishful essayez de thinking. faire. C'est ce que nous C'est essayons de vous faire, mais essayez de faire. il n'empêche que la solution, vous avez raison, c'est de passer à une 6e République. Ah, à ça, une c'est pas ce que j'ai dit, c'est vous qui Oui, le tout dites. à fait. Mais vous avez dit que nous le disions, donc Voilà. je vous rendais le point. Et donc, en effet, c'est passer à une 6e République pour refonder les institutions démocratiques et que le peuple puisse à nouveau se prononcer sur ses propres institutions Dans les 5 ans qui viennent. quand il le faudra. Si Mais Sophie c'est un peu le Poignard. problème, c'est-à-dire que tout de même, en effet, vous avez fait des propositions très claires, enfin votre candidat au moment de la campagne présidentielle, très claires et très argumentées. C'est républicaine, parfait. Il a... on est d'accord. Ah mais personne ne vous le conteste. Merci. Bon, il se trouve qu'il est arrivé 4e. Il est arrivé en 4e position. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas eu, disons, une ferveur populaire démesurée pour ce changement institutionnel. C'est pas un jugement de valeur, c'est juste un constat, j'allais dire, électoral et En tout arithmétique. cas, pas plus d'adhésion à ce Et- que vous proposiez qu'à ce que enfin, proposait Emmanuel Macron. Moins. Arithmétiquement, Voilà. Donc, c'est pas tout- plus, c'est même que ça. même moins. Donc, à partir de ce moment-là, effectivement, la présidentielle est l'occasion d'avoir ce débat et c'était parfaitement légitime. Maintenant, il y a un président élu pour 5 ans. Nous n'avons pas changé d'avis. Vous n'avez pas changé d'avis, mais simplement votre leader ou d'autres personnes de votre parti, porte-parole, disent que finalement, c'est pas du tout improbable qu'il y ait des législatives anticipées, que la majorité tiendra pas, que ça va être le bazar. Donc, quand vous dites que la France va être ingouvernable pendant ces 5 ans, vous êtes en train d'essayer d'installer un maximum d'insécurité psychologique et politique Non, pas du tout. pour tout de faire en suite. sorte que cela advienne. Car autrement, peut-être qu'il y aura une dissolution. On n'en sait rien, je ne suis pas devin. Mais en tout cas, il y a dans votre, comment dirais-je, dans votre communication, puisque c'est comme ça que ça s'appelle néanmoins, dans votre communication, il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'insécurisation Pas du tout. institutionnelle. Non, ce qu'on constate... En un mot, je voudrais pas Oui, oui, Pascal Perrineau mais répondre. ce qu'on constate, c'est que la chute de popularité qu'a connue François Hollande pendant toute la durée de son mandat, là, avec Emmanuel Macron, elle connaît un effet qui n'a jamais été vu dans ce pays. C'est-à-dire que tout l'espoir qui aurait pu être porté sur Emmanuel Macron s'est effondré en 3 mois de présidence. Et au contraire, la crédibilité de notre candidat, Jean-Luc Mélenchon, on l'a encore vu ce matin, Je crois que a c'était les grimpé. journalistes qui regardaient les sondages obsessionnellement. Donc c'est la Non, France mais non. Pascal Perrineau. Oui, oui, je crois que bon, la France ne peut pas être entièrement gouvernée et les rapports de force politiques, même si vous avez raison de mobiliser les sondages d'opinion, ce qui n'est pas toujours le cas de la France insoumise, parce que vous êtes comme toutes les forces politiques, vous mobilisez bons, les vous sondages êtes d'opinion contents. quand ils sont bons pour vous et vous les ignorez quand ils sont mauvais. Mais je vous le reproche pas, toutes les forces politiques utilisent les sondages d'opinion comme ça. Non, la vérité du rapport de force, on va la voir demain. C'est-à-dire, on verra demain quelle est la capacité de Jean-Luc Mélenchon et de la France insoumise à politiser un mouvement social. Parce que ce qui est assez nouveau
c'est que vous faisiez référence, en effet, à des conflits du passé, 1995, 2006. Il y avait d'abord un mouvement social et ensuite se posait le problème du débouché politique. Là, ce qui est intéressant et nouveau d'ailleurs, c'est que d'une certaine manière, le mouvement social a peiné dans des conditions difficiles parce que, on l'a vu jusqu'à maintenant, la mobilisation n'est pas forte, elle a baissé et le front syndical est un front syndical beaucoup plus divisé qu'auparavant. Donc il y a une partie des syndicalistes qui considèrent que ces réformes ne sont tout de même pas l'abomination de l'abomination. Mais surtout, ce qui est original, c'est qu'il y a une tentative, alors on verra ce que ça donne dans le paysage politique et social français, de politiser très vite le mouvement social, ce qui donne en effet cet aspect à la mobilisation où on a l'impression que la France aussi mise au travers de ce mouvement social monte à l'assaut des institutions politiques alors qu'elles viennent d'être sacrées par le suffrage universel. Un mot juste, vous qui avez participé aux organisations des manifestations, demain les Black Blocs ont appelé à manifester en tête de votre cortège. On connaît leur méthode. Est-ce qu'il n'y aura pas de violence pendant votre réunion publique, votre rassemblement? Nous avons, pendant la campagne présidentielle, organisé énormément de rassemblements qui ont rassemblé à chaque fois plusieurs dizaines de milliers de personnes. À chaque fois, ces rassemblements étaient dans une ambiance familiale, bon enfant, les gens venaient avec leurs enfants. Hein. Pardon ? Les Black Blocs, c'est pas très familial. Non, bien sûr, mais donc nous savons organiser des cortèges sans qu'il y ait d'incidents. Et demain, j'en suis convaincu que ce sera le cas également. Juste un tout petit mot pour finir. Avec la loi de terrorisme la semaine prochaine, est-ce que Marine Le Pen peut reprendre d'une certaine façon du relief et revenir un peu ? Vous savez, ce qui se passe au FN est tout de même une mauvaise nouvelle pour le Front National. Ça va avoir un coût. On le voit déjà, même avant l'affaire Philippot, on l'a vu tout au long de l'été. L'image du parti s'est dégradée, l'image de sa leader s'est dégradée. Et là, tout de même, un élément essentiel du logiciel politique du Front National qui a fait son succès, qui a amené le Front National de 17%, score de Jean-Marie Le Pen en 2002, à 33% avec Marine Le Pen. Un élément essentiel du logiciel les quitte. Et pour eux, c'est une mauvaise nouvelle. Merci beaucoup. Merci à tous les quatre. Dans un instant, Raquel Garrido.